Merci beaucoup Nicolas Hulot d'avoir accepté d'être le premier pour les interviews du Club Eiffel, une preuve de plus s'il en est de vos caractères de pionnier. Vous aviez en 2007 fait rentrer de manière fracassante l'écologie dans le débat politique, ça avait débouché sur le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui on a l'impression que tout a changé avec la crise. Est-ce que l'écologie est devenue un problème, notamment pour notre compétitivité par rapport à des pays qui n'ont pas les mêmes exigences? Est-ce au contraire la solution? On peut aussi poser la question différemment, c'est-à-dire est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un modèle économique viable si on ignore ce paramètre? Est-ce qu'on a une alternative? Est-ce qu'on peut se permettre d'ajourner encore la prise en compte de cette nouvelle contrainte qui a jailli à la fin du siècle et qui malheureusement s'amplifie au début du siècle? Très clairement, pour moi, la réponse est non. Parce que tout dépend de ce qu'on met derrière le mot critère, crise écologique. Les choses ont quand même sacrément évolué depuis quelques décennies. Il y a une vingtaine d'années, l'environnement, je dirais que c'était une préoccupation, j'allais dire presque extérieure à l'avenir de l'humanité. On avait pour souci d'essayer de préserver quelques espaces naturels et quelques espèces en voie de disparition. Je force le trait, mais enfin en gros c'était ça. Maintenant, on a un certain nombre de paramètres qui pèsent collectivement sur l'ensemble de nos sociétés et qui mettent en péril nos modèles économiques et nos modèles démocratiques. Premier paramètre, c'est le paramètre de la rareté. On a basculé sans forcément en prendre toute la mesure de ce que l'on pensait être l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue sur des trajectoires, des dynamiques économiques telles qu'on les connaît et qui sont relayées maintenant par les grands pays émergents, tous ceux qui se sont penchés sur nos ressources naturelles et nos matières premières disent qu'en cours de siècle, on va toucher le fond des stocks de 90% des matières premières. Donc c'est un peu oublié dans la question que l'économie s'est constituée historiquement et se perpétue sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières. Si on laisse les stocks se vider, je ne vois pas tellement dans le modèle économique actuel les marges de manœuvre qu'on aura. Comment expliquer que depuis 2008, la question écologique qui était centrale est apparemment complètement disparue? Oui, elle a disparu pour un ensemble de raisons et elle réapparaîtra parce qu'encore une fois, elle n'occasionne pas des souffrances ou des difficultés immédiatement palpables et visibles, parce que c'est plus sournois que ça, en tout cas sous nos latitudes. Et elle a disparu parce qu'entre-temps est apparue ce que l'on appelle la crise économique, mais qui pour moi n'est qu'une facette de la crise globale que nous traversons, et qui est affectée d'ailleurs par la crise écologique, parce que quand on voit par exemple la hausse du prix de l'énergie, c'est un critère écologique et ça affecte toute notre économie. Parce que la crise écologique, quand on la regarde bien en face, elle touche aux fondamentaux de nos sociétés, d'un modèle économique qui a eu ses vertus, mais qui a ses effets secondaires. Et je dirais, pour peut-être de manière un peu caricaturale, mais toute occasion qui nous est donnée d'ajourner sa prise en compte, on la saisit. Parce que ça complexifie déjà une situation qui est très complexe. Et que, justement, le paramètre de la rareté, on ne l'a pas vu venir, et déjà en période d'abondance, ce n'était pas facile de trouver un modèle économique équitable et prospère. Les changements climatiques, pour ne prendre que ce paramètre-là, nous imposent, si l'on en croit les scientifiques, de diviser pour ce qui est de notre pays par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Si on tient compte d'une augmentation d'un PIB, probable ou pas probable, peu importe, ça risque de nous emmener vers une division par 8. On voit bien que dans une société qui, par exemple, est totalement inféodée aux ressources fossiles, comment fait-on? Voilà. Donc c'est autant d'équations qui se cumulent, qui créent une espèce d'état un peu de sidération, moi je le comprends très bien, ou d'auto-refoulement, qui appellent probablement à revisiter beaucoup plus en profondeur qu'on ne souhaite le faire notre modèle dominant. Et résultat, dès qu'on peut, on détourne un peu l'attention. Et puis, si on ajoute à ça un peu de scepticisme, il faut quand même le dire, qui n'est pas forcément d'ailleurs spontané, qui est alimenté par ceux qui n'ont pas forcément intérêt à se prendre en compte ces sujets-là. Donc tout ça, c'est autant de paramètres qui fait qu'il y a des moments de sursaut collectif, comme ça a été le cas au moment du Grenelle, comme ça a été le cas dans certains sommets internationaux, etc. Et puis après, chacun, alors le citoyen, lui, est rattrapé par ses souffrances quotidiennes qui, elles, sont réelles et tout à fait palpables. Et le décideur politique, il est prisonnier, c'est un constat, c'est pas forcément un reproche, des enjeux du court terme.
Lui, il doit répondre aux souffrances immédiates de nos concitoyens. Celles dont on parle, encore une fois, on n'en fait pas des relations de cause à effet, on n'en mesure pas l'importance, on le sait, parce que le GIEC, et tous les matins, on a des rapports qui nous modélisent ce qui risque de nous arriver si on ne prend pas en compte ces sujets-là. Mais voilà, on y croit, on le sait, mais on n'y croit pas totalement. On y pris un peu de cours, et ça nécessitera, me semble-t-il, si on veut y faire face, une créativité évidemment beaucoup plus grande que celle qui nous anime actuellement, plus d'audace, mais une pratique de la politique, pardon de le dire, un peu différente. Parce que là, par rapport à ces enjeux-là, si on s'évertue à des pratiques politiques qui divisent plutôt qu'à des pratiques politiques qui rassemblent, je ne suis pas persuadé, au risque de vous choquer, que par rapport aux enjeux de la crise écologique, et je dirais même d'une deuxième crise qui participe aussi à la crise écologique et à la crise économique, c'est la crise de la finance. Parce que la crise de la finance, les excès de la finance, pour faire court, aggravent la crise écologique. Quand on spécule sur des matières premières et des ressources naturelles, vous avez des impacts économiques, des impacts sociaux, mais aussi des impacts écologiques. Donc si on ne prend pas en compte ces deux réacteurs de la crise économique, et je ne suis pas certain qu'il y aura un protocole idéologique pour en sortir. Il y a des valeurs, bien entendu, il y a des objectifs, il y a une vision à partager, mais sur les modalités, je pense que les instruments qu'il faudra qu'on mette en place pour essayer de modérer les effets de ces crises-là ne s'extrairont pas d'un substrat idéologique. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que le clivage dans nos pays est obsolète. Je pense simplement que par rapport à des enjeux suprapolitiques et qui sont là vraiment des enjeux de long terme, des enjeux collectifs, je pense qu'il va falloir qu'on soit capable quand même d'un peu apaiser le débat. Voilà. Alors moi j'ai une autre question à poser. Aujourd'hui l'interdiction du gaz de schiste en France, la sortie du nucléaire en Allemagne, les OGM, sur tous ces sujets, on entend les scientifiques se plaindre d'arbitrage purement politique, qui aboutissent à une interdiction absolue, là où il faudrait peut-être simplement encadrer les pratiques. Est-ce qu'on n'est pas toujours à la recherche du bon équilibre entre l'écologie qui interdit et l'écologie qui investit dans la recherche ? Alors, l'écologie, selon le prisme avec lequel on regarde cette préoccupation, peut apparaître effectivement comme des pratiques archaïques, des taxes, des normes, des refus de tout. Bon. Ça, pour moi, c'est une vision passée. Peut-être qu'il y en a qui ont cette approche-là, et c'est vrai qu'on ne peut pas cumuler les interdits, parce qu'il va bien falloir, notamment dans le domaine énergétique, faire un certain nombre de choix. Moi, au-delà de ces débats très particuliers dont vous parlez, on pourra revenir notamment sur les gaz de schiste, je pense que la première chose pour notre pays, et ça vaut pour la France, mais ça vaut pour l'Europe, c'est qu'on ait d'abord une vision du modèle énergétique que l'on a envie de déployer. Et pour avoir une vision du modèle énergétique, il faut définir nos besoins. Et après, on verra les modalités pour y parvenir. Et nos besoins, en gardant à l'esprit que quel que soit le choix du modèle énergétique qu'on va développer, la première des priorités, c'est de baisser notre demande et nos besoins. Et là, il y a de la marge de manœuvre. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. À la clé, il y a des process et des technologies dont l'Europe et la France feraient bien de s'emparer. Parce que pendant que nous, on devise, notamment les Chinois, eux, et probablement aussi les Américains, mettent au point un certain nombre de techniques, et nous avons tout intérêt à trouver et à faire jaillir ces process et ces technologies qui permettront de diminuer notre consommation. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut dire aux citoyens que le prix de l'énergie, quel que soit le choix qu'on fasse, ne cessera de monter. Donc la meilleure réponse sociale, c'est de leur donner des possibilités de diviser et de baisser leur propre consommation. On y a intérêt sur un plan économique global, puisque vous savez que à peu près l'équivalent du déficit de la balance commerciale française, c'est à peu près ce que 60 ou 70 milliards d'euros, ce qu'on importe en énergie fossile. Donc si on arrive à créer une forme d'autonomie, et en tout cas ne pas être structurellement dépendant de ces importations, il n'en sera que mieux. Donc la première chose, c'est de regarder les marges de manœuvre dans le bâtiment, dans le transport, et y compris dans les pratiques agricoles. Croyez-moi, il y a des gisements d'économie d'énergie massifs à faire. Donc ça, ayons une vision partagée là-dessus, mais encore faut-il que nous ayons un modèle économique ou une ligne économique qui soit déterminante, massive et cruciale et qui bénéficie évidemment sur l'efficacité énergétique, par exemple sur la rénovation du bâtiment ancien, plusieurs centaines de milliers de bâtiments anciens à rénover chaque année. Là, il faut des lignes de crédit qui soient importantes. Est-ce qu'on va faire appel, par exemple, aux banques centrales européennes à travers des banques
d'investissement pour flécher ces investissements. Donc ça, pour moi, c'est la première priorité. Définir la politique d'efficacité énergétique de la France. Après, je pense que quels que soient nos objectifs, on n'échappera pas à un vrai mix énergétique. Et dans ce mix énergétique, il y aura évidemment la part des énergies renouvelables, en gardant à l'esprit que les énergies renouvelables aujourd'hui, de mon point de vue, on est à la préhistoire. Si on abonde la recherche pour améliorer ce qu'on est capable de capter de l'énergie solaire, des énergies marines, de la biomasse qui est totalement sous-utilisée dans notre pays, si on mène de front le développement des énergies renouvelables en abordant la recherche et d'une politique d'économie et d'efficacité énergétique, on va pouvoir baisser notre capacité de production. Et donc, chemin faisant, on va pouvoir rééquilibrer évidemment ce mix énergétique. Alors après, on verra si, pour la spécificité française, est-ce qu'on garde du nucléaire ou est-ce qu'on ne garde pas. Sur les gaz de schiste, un mot, Oui, ça c'est qui est quand même un sujet important. oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas être contre tout par principe. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on a suffisamment de retours d'expérience. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, au moins, le président Hollande a fait un bon choix. Il a dit, moi, je n'ai pas le début d'un commencement de preuve qu'on puisse exploiter des ressources d'énergie fossile non conventionnelles, et notamment les gaz de schiste, sans impacts environnementaux colossaux et sans conséquences sanitaires importantes. Et au passage, les États-Unis, évidemment, qui ont été un peu le miroir aux alouettes, parce qu'en l'espace de quelques temps, ils sont passés d'importateurs de gaz à exportateurs de gaz, sont en train quand même de réaliser qu'il y a des conséquences environnementales très lourdes, avec des conséquences économiques assez lourdes. Pourquoi ne pas demander à des institutions publiques de faire un pilote, justement pour expérimenter? Le problème, c'est que des expérimentations, on en a eu grandeur nature. Et mais pas en France. Pas en France, mais je ne vois pas pourquoi nous aurions des techniques de fracturation hydraulique en France qui seraient environnementalement plus propres et avec moins de conséquences que dans d'autres pays. Pour l'instant, il n'y a pas... moi, je ne suis pas fermé par principe, mais il y a deux choses d'abord. Pour l'instant, personne n'a amené le début d'une preuve qu'on avait une technique de fracturation hydraulique sans impact environnementaux et sans risque notamment sur les nappes phréatiques. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que si on fait abstraction de l'enjeu des changements climatiques, si on fait abstraction de ça, c'est-à-dire si en gros on est dans le camp d'Allègre, ce qu'on peut être, hein, je veux dire, on peut faire partie des gens qui n'y croient pas, j'en suis désolé parce que pour moi c'est un fait scientifique qui a été tranché notamment par le GIEC, mais enfin bon, mais si on n'est pas dans le camp d'Allègre et des climato-sceptiques, on est pris en étau entre les obligations du changement climatique de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des énergies fossiles, et puis aussi d'anticiper, notamment pour le pétrole, sur la sortie programmée du pétrole. Même si on découvre quelques gisements supplémentaires, mais avec des techniques d'exploitation particulièrement audacieuses et graves. Donc pour moi, ce n'est pas l'énergie d'avenir. Mais je sais bien que dans tous les scénarios énergétiques, je me doute que vous alliez peut-être me poser cet argument, dans tous les scénarios, on aura un temps une utilisation de gaz. On aura besoin pour la transition, tous les scénarios prennent en compte une utilisation du gaz, il vaut mieux prendre du gaz que du pétrole et a fortiori que du charbon. Donc moi je ne suis pas fermé. Si demain on me fait la démonstration qu'on peut avoir notre propre gaz avec des techniques totalement sans impact sur l'environnement au sens général du terme... Ça veut dire qu'il faut attendre que les Néerlandais ou les Polonais mettent en place des techniques qu'on considérera comme suffisamment sûres sur le plan écologique pour le faire, ou il faut aussi que nous-mêmes, on ait cette recherche? Parce que pourquoi par principe se priver... mais moi la recherche dans tous les domaines, je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé, mais encore une fois, ça fait partie de la recherche fondamentale. Je ne vois pas pourquoi j'y serais fermé à la recherche. Mais la recherche ne vaut pas exploitation et exploration. Parce que ça, on trouvera toujours des gisements. Après, voilà. Mais moi, sur la recherche... mais en même temps, la recherche, elle est guidée par les budgets. Si on ne décide pas qu'il faut mettre des budgets de recherche pour résoudre des problématiques pour extraire le gaz de schiste... Je vais vous dire, je trouve que les énergies renouvelables ont suffisamment pâti de l'inégalité en matière de recherche. Si on avait mis autant sur les énergies renouvelables que sur le nucléaire, je pense que nous aurions plus de choix aujourd'hui. Au passage, je serais quand même très étonné que dans les 10 ans qui viennent, alors on ne peut pas évidemment tabler là-dessus, que l'on n'ait pas des sauts technologiques, notamment en matière d'énergie solaire et en matière d'énergie marine. Moi, je préfère qu'on abonde dans ce sens-là. Mais bon...
rien n'empêche, après évidemment il y a des choix à faire, mais mon sentiment par rapport encore une fois aux objectifs climatiques, la priorité des priorités, pour moi, c'est la lutte contre les changements climatiques. Et plus on peut s'affranchir des énergies fossiles, et plus vite on pourra. Et je sais bien que ce sujet-là, tout le monde en parle, tout le monde le acte, mais je ne suis pas convaincu que tout le monde ait pris la mesure de ce qui pèse au-dessus de nos têtes. Alors en disant ça, je prends le risque de passer une fois encore pour un catastrophiste. Moi, vous savez, dans ma vie, tout va bien. Mais je me projette simplement dans quelques années et j'essaie simplement de rendre accessibles tous les travaux, notamment du GIEC, et les dernières conclusions dont les scientifiques eux-mêmes se disent effarés par leurs propres conclusions. Donc voilà, j'essaie juste de dire, n'occultons pas ce paramètre-là, c'est une contrainte majeure, mais qui va nous donner une occasion magnifique de créativité. Et moi, je pense que la piste, elle est au-dessus de nos têtes, parce qu'il y a 8000 fois par jour, hein, je le rappelle, vous le savez probablement, le Soleil nous envoie 8000 fois par jour l'énergie dont on aurait besoin. Ce serait quand même bien le diable qu'on n'arrive pas à en capter un millième. Alors, il n'y aura peut-être pas que ça, et ça ne viendra peut-être pas tout de suite, j'entends bien, je ne suis pas en train de spéculer sur le futur, mais je crois au génie humain, contrairement à ce que vous croyez. Moi, je pense que le génie humain aura sa part, évidemment, à prendre dans la crise, dans la résolution de la crise écologique. Ce que vous dites implicitement, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de doute sur le plan scientifique. C'est-à-dire le réchauffement climatique, toutes ces, vous disiez on instille le doute et tout ça sert. Vous avez des semeurs professionnels de doute qui ont été très bien identifiés d'ailleurs dans un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Les semeurs de doute, traduit des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis. On voit bien qui est derrière. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis probablement comme vous, un citoyen qui est à l'écoute, qui a entendu des inquiétudes et qui aimerait savoir si on pouvait se lever ces inquiétudes ou si malheureusement il faut les prendre en compte. Toutes ces inquiétudes et tous ces doutes ont été posés sur la table de nos sociétés au moment de Rio, il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour lever ce doute? On a confié à des scientifiques indépendants des moyens, je ne veux pas dire illimités, mais enfin importants, pour valider ou infirmer ce doute. Le GIEC fait référence, entre autres. Il n'y a pas que lui, mais le GIEC fait référence. Les Nations Unies, dans d'autres institutions, l'ont confirmé. Je rappelle quand même qu'à Copenhague, il n'y a pas un chef d'État qui est monté à la tribune pour contester la menace climatique. Ils ne se sont pas mis d'accord sur les modalités pour en sortir. Donc pour moi, le doute n'est plus de mise. Ou alors, ça veut dire qu'on ne sait plus à qui se fier. Moi, je ne suis pas capable de vous faire la démonstration. Je peux simplement vous dire qu'en tant que témoin quand même de l'état de la planète, parce que je l'ai quand même parcouru sous toutes les coutures pendant une vingtaine d'années, je ne suis pas certain qu'il faille forcément être prix Nobel de physique ou climatologue pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Regardez simplement chez nous, sécheresse en Australie cet été, avec les conséquences, sécheresse en Russie et sécheresse aux États-Unis, avec les conséquences notamment sur les denrées alimentaires, sur le prix des denrées alimentaires. Mais ça peut être aussi une évolution de l'univers. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous a dit depuis le début. Le GIEC a tranché, c'était une question totalement légitime, mais ils ont tranché. Ils viennent de confirmer la part anthropique. James Hansen, climatologue à la NASA, qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme, lui vient de faire une étude sur les 10 dernières années. Donc ce n'est pas sur des prévisions, mais c'est sur des constatations. Et il vient de confirmer, à l'issue de tous ces travaux, que toutes les aberrations climatiques que nous subissons, tous les extrêmes que nous subissons, inondations, sécheresse, avec tous les coûts économiques et les coûts humains, sont générés par la part anthropique des changements climatiques. Je n'ai pas une position de principe que j'aimerais. Moi, j'aimerais tellement que ça soit fou. J'aimerais tellement que mon camarade Allègre ait raison. Malheureusement, la vérité est tout autre. Et c'est maintenant que les choses se déterminent. C'est maintenant que l'ampleur des conséquences se détermine. Donc, ce que j'entends dire, oui, mais c'est probablement assez naturel. Ces questions ont été posées. La science a tranché. C'est un fait scientifique établi. Alors, j'entends bien dans vos questions que ça n'a pas encore imprimé. Mais la science a tranché. Preuve en est d'ailleurs, que seraient venus faire tous les chefs d'État à Copenhague si ça n'avait pas été tranché? Ça veut dire que ces gens-là sont sous influence d'imposteurs. Non, je crois que la vie est faite. D'ailleurs, maintenant, à mon avis, il ne faut pas dépenser trop d'énergie pour convaincre du diagnostic. Si on n'y croit pas, tant pis. Ce qui compte, c'est comment on fait pour y faire face. Voilà. Quel jugement portez-vous sur la fermeture de la centrale de Fessenheim aujourd'hui? Écoutez, pour être très sincère, et là, au risque de froisser mes camarades écolos, ça, pour moi, c'est une mesure politique. Parce que c'est une mesure politique qui a été prise au moment de la campagne, je dirais très trivialement, voilà, on a donné ça aux écolos, et ça ne procède pas d'une vision.
je suis pour baisser la part du nucléaire. Et on verra chemin faisant, selon la stratégie qui va être choisie, jusqu'où on peut aller. Évidemment, je suis pour parce que je considère que le nucléaire ne peut pas être la réponse aux besoins énergétiques de la planète, parce que si vous vouliez répondre aux besoins énergétiques de la planète et aux impératifs climatiques de la planète, il faudrait construire une centrale tous les 15 jours pendant 50 ans. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur le fait que les statistiques de risque d'accident majeur deviendraient des certitudes. Ça ne peut pas être la réponse. Maintenant, nous, on a une spécificité. Si on doit diminuer le parc nucléaire, il faut que ça soit sur des critères rationnels. Et les critères rationnels, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu ce qu'on appelle des tests, des stress tests. Il semblerait que ça ne soit pas forcément Fessenheim la plus vulnérable. Bon. Mais il faudra planifier ça quand on aura encore une fois défini dans une loi d'orientation et après un débat citoyen digne de ce nom, la stratégie énergétique de la France qui va conditionner le modèle économique et le modèle de société. C'est très important et de toute façon, les choix que la France fera, ce seront des choix qui comporteront des risques. Alors vous avez différents types de risques. Vous avez le risque climatique, risque majeur. Vous avez le risque d'accident majeur nucléaire. Vous avez aussi un risque d'approvisionnement. Si vous loupez dans les choix et que tout d'un coup notre économie souffre d'un défaut d'approvisionnement énergétique, vous paralysez l'économie. Mais il faudra faire en sorte, je pense qu'on a la maturité nécessaire pour que le citoyen s'approprie ce risque-là. Et donc moi, avant qu'on rentre, on ferme machin. Alors évidemment, si l'autorité de sûreté nucléaire nous dit tout de suite, voilà, mais dans les stress tests, il me semble que c'est la plus ancienne, mais ce n'était pas la plus vulnérable. Mais au risque de me répéter, je pense quand même que par rapport à la capacité de production actuelle du nucléaire, aux mesures qu'on va baisser notre consommation, à mesure qu'on va faire monter les énergies renouvelables ou d'autres alternatives, il faut faire baisser le parc nucléaire. Et on verra, chemin faisant, jusqu'où on peut aller. Et la solution n'est pas plutôt d'investir dans la recherche, fortement dans la recherche, pour voir comment on décontamine, comment on recycle s'il y avait des solutions, on les aurait trouvées. Les Américains ont dit que le nucléaire est une énergie d'avenir et elle le restera. C'est quelque part ma je veux dire, la 4e génération, ITER, je suis fermé à rien. Mais d'abord, ITER, si ça doit apporter une réponse, et personnellement j'en doute, mais j'en doute au nom de quoi, vous auriez le beau jeu de me le dire, en tout cas, ce n'est pas des réponses avant 30 ou 40 ans opérationnelles. Voilà. Je ne vois pas en l'état, moi c'est une conception, là, peut-être faire une petite parenthèse, mais quand même sur la conception que j'ai du progrès et de la civilisation. Moi, on ne peut pas, déléguer dans le temps un certain nombre de risques. On ne peut pas spéculer sur les capacités de nos sociétés à prendre en charge un certain nombre de substances ou de produits que l'on sait pertinemment dangereux. Alors, parce que moi, le nucléaire dans un pays stable politiquement, économiquement, je ne vais pas dire que c'est ce qui m'empêche le plus de dormir. Mais qui peut augurer, y compris dans notre pays, notre stabilité économique et politique, à prendre en compte des déchets à des durées de vie illimitées. Ce n'est pas l'idée que je me fais du progrès. Je veux dire, on ne peut pas, comme ça, laisser aux générations qui viennent un certain nombre d'équations. Donc pour moi, ce n'est pas compatible avec l'idée que je me fais. Alors, dans la transition écologique, que le nucléaire puisse avoir, et de toute façon, on voudra en sortir demain matin, qu'on ne le pourrait pas. Voilà. Ou en tout cas, ça aurait des effets pervers sur le climat. Mais en l'état actuel, alors est-ce que dans votre question, ça veut dire qu'il faut laisser un peu de recherche dans le nucléaire? De toute façon, ne serait-ce que pour le démantèlement, il faut continuer à que cette filière soit un peu active. Preuve en est, c'est que vous avez un réacteur nucléaire en Bretagne qui est censé être démantelé depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années et on n'y arrive toujours pas. C'est aussi quand même vous dire qu'on n'a pas anticipé là-dessus. Le démantèlement de ça, c'est pas non plus l'idée que je me fais du progrès, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et puis il y a eu l'argument, parce que la mémoire collective, pardon d'être un peu long, mais enfin on a une mémoire collective un peu déficiente dans notre pays. Moi je ne suis pas dogmatique sur le nucléaire. J'ai fait confiance pendant longtemps à des gens que je pense de bonne foi et qui étaient dans la filière nucléaire, qui nous disaient justement, dans un pays stable, politiquement, économiquement, franchement, on maîtrise tout. Bon, Tchernobyl, ça ne peut pas arriver chez nous. Bon. J'entends bien que ce qui s'est passé à Fukushima était provoqué dans un premier temps par un cataclysme naturel, mais on peut en avoir d'autres ordres chez nous. Mais gardons quand même à l'esprit que pendant quelques semaines, le monde entier a retenu son souffle et que les autorités de Tokyo ont envisagé d'évacuer la ville de Tokyo. Bon, hein, parce qu'à un moment, ils ne contrôlaient plus rien. Donc moi, la démonstration a été faite, et d'ailleurs j'ai vu même des nucléocrates de première génération remettre un peu en doute leur certitude. Donc pour moi, en l'état, ce n'est pas une filière d'avenir. Voilà. Mais il faut faire avec. Alors il y a une transition, et il faut partageons collectivement une vision, et puis associons le citoyen au risque. Mais dans un débat
apaisée. Parce que là où je vous rejoins, si on est anti-tout, on n'y arrivera pas. Ça, c'est pas possible. Ou alors on rentre dans une récession globale avec les conséquences sociales que l'on imagine. Il y a un autre point, on a envie de vous entendre. Aujourd'hui, droite et gauche renvoient tous à votre proposition consistant à basculer des cotisations patronales sur une fiscalité écologique. On a l'impression que c'est la solution à un problème de compétitivité. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas si je vais être capable de vous détailler dans les détails, parce que je ne doute pas qu'il y ait des gens beaucoup plus, il n'y a pas de fausse modestie de ma part, compétents pour voir ça dans les détails. Mais ça part d'abord d'un constat. Je ne vais pas vous apprendre à vous que la fiscalité a une double vertu. Elle crée des recettes, mais c'est un instrument de régulation. En tant que néophyte, je peux m'étonner, et je pense que le citoyen peut s'en étonner également, qu'une grande partie de nos prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail. Et qu'a priori, ce n'est pas cet univers-là qu'il faut réguler ou pénaliser. Plutôt, au contraire, compte tenu du contexte, si on pouvait imaginer qu'on puisse le soulager de toute charge obligatoire, ça aurait un effet dopant, je pense, pour l'emploi. Mais évidemment pénalisant pour les recettes de l'État. Si on prend simplement l'aspect régulation, c'est-à-dire que si on déplace la régulation et de la fiscalité, parce que ce n'est pas le seul outil de régulation, vous le savez, sur les impacts environnementaux, on donne un prix au carbone, par exemple, entre autres, mais tout ce qui est du domaine de la pollution, sur les prélèvements des ressources naturelles, sur les prélèvements des ressources énergétiques. Ça permet de réguler là où il y a besoin de réguler, et ça permet, pour ceux qui vont faire des efforts, de gagner éventuellement en pouvoir d'achat ou de faire des économies. Donc vous allez me dire, à juste titre, compte tenu de votre expérience, que du coup, si ça fonctionne, vous allez baisser les recettes de l'État. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut adosser cette fiscalité écologique. Au passage, la France est quand même 26e dans l'espace européen, donc on a une marge de progression évidente. Et pour moi, il faut l'adosser à une autre fiscalité, qui est ce que j'appelle, suffisamment associée au moment du Grenelle de l'environnement. C'est comme ça qu'on avancera. Bon. Après, grand désert dans les, on va dire, les 18 derniers mois dans le débat public français sur tous ces sujets-là. J'étais le premier, non pas à m'en étonner, mais en le regrettant. Et puis, changement de gouvernement, la gauche arrive sans avoir eu la moindre vision sur tous ces sujets-là. Et conférence environnementale. L'intérêt de la conférence environnementale, c'est qu'il y a eu quand même des feuilles de route de posées. Donc au moins, on a une référence. On ne pouvait pas se plaindre avant, puisqu'à la limite, on n'a fait aucune promesse. Bon. Donc les Français avaient voté, actant que le sujet écologique n'était peut-être pas essentiel. Là, il y a une conférence, il y a un président, un Premier ministre qui pose un certain nombre de visions, avec ce qu'on peut faire immédiatement, avec des mesures provisoires, avec un chantier sur justement la rénovation du bâtiment ancien, sur la précarité énergétique, un objectif de zéro artificialisation des sols à 2020, une réflexion sur la fiscalité écologique. À partir de là, on va voir ce qui va être mis en œuvre. Beaucoup de choses vont dépendre du débat sur l'énergie. Beaucoup de choses vont dépendre de l'attitude de la France au moment de la réforme de la politique agricole commune, qui va être un moment clé sur les sujets environnementaux, mais également sur des sujets sociaux, je dirais même sur des sujets géopolitiques, parce que la PAC a quand même des conséquences sur nos relations, notamment avec les pays du Sud, parce que ça pénalise lourdement les économies vivrières des pays du Sud. Donc tout ça nous donnera confirmation, affirmation. Mais dans le même temps, si je veux être très franc, et ça vaut pour la gauche et la droite, et je le dis en toute modestie, mais s'il n'y a pas, comment dire, un travail en profondeur pour voir pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les causes de tous ces désordres écologiques, et si on n'essaie pas de réinventer, mais ça ne se fera pas demain matin, mais un modèle économique qui tienne compte de cela. Aujourd'hui, on est dans une économie qu'on appelle linéaire, hein. C'est-à-dire en gros, on va prélever avec beaucoup d'énergie des matériaux dans la terre et très peu de main-d'œuvre. On va les transformer avec un peu moins d'énergie, mais beaucoup plus de main-d'œuvre dans des produits manufacturés. La plupart ont un usage unique et une durée de vie éphémère, et après, ça devient un déchet. Bon. Je prends juste cet exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. On ne peut plus se le permettre simplement parce qu'à un moment ou à un autre, on n'aura plus assez de matières premières pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas, petit à petit, et ça passe par un certain nombre de process technologiques, mais de règles et de normes, inventer un nouveau modèle économique? Est-ce qu'on ne peut pas au moins se dire, on va y être obligé? Je prends un exemple très simple. L'autre jour, à Bruxelles, il y a eu un appel de grands industriels européens, parmi lesquels Siemens, Philips et bien d'autres, pour durcir la directive européenne sur l'éco-conception.
Ils ont demandé que les critères, notamment d'efficacité énergétique, pour la conception d'un certain de biens et de produits, dans 40 groupes de produits, soient durcis. Pourquoi? Parce qu'ils ont calculé que si on durcissait cela, ça leur permettrait de faire 90 milliards d'euros d'économies par an jusqu'en 2020, à eux et aux consommateurs, d'économiser 500 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et jusqu'en 2020, et de créer 1 million d'emplois par an et jusqu'en 2020. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on aille beaucoup plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on regarde ce modèle qui a eu ses vertus, mais qui malheureusement, à cause notamment de la rareté et de la contrainte climatique, demande qu'on invente quelque chose d'autre. Et pour l'instant, on manque cruellement. Voilà. Alors, évidemment, on adapte un peu, on corrige un peu de fiscalité, un petit peu plus de normes, etc. Et on voit surtout ça en termes de contraintes. Et j'ai un credo, c'est que la contrainte, au lieu de s'en effrayer, on doit s'en réjouir, parce que ça n'est pas l'ennemi de la créativité, c'en est la condition. Et donc, je pense qu'on est à l'aube de changements merveilleux. Voilà. Mais est-ce que, quand on regarde la filière solaire ou la filière éolienne, c'est pas un peu une réalité inverse de ça? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a beaucoup rêvé sur ces énergies en considérant que c'était à travers elles qu'on aurait la transition, qu'on allait très vite accéder à la rentabilité, et on voit bien que là, il y a une sorte de désillusion et de très très grosse inquiétude sur fond de difficultés budgétaires, qui fait que maintenant on monte au contraire l'idée que ces filières sont par terre. D'abord, pardon de vous le dire, mais il en a été d'hier comme aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu une vision sur la stratégie énergétique. On a développé la filière éolienne simplement au gré des aubaines pour les élus locaux, en leur promettant des taxes professionnelles, et on a comme ça essaimé dans le paysage, sans avoir du tout une vision de ce qu'allait prendre la part des éoliennes, la part des énergies renouvelables. La chose importante, d'abord, c'est qu'on change d'échelle, et comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il en vaut des éoliennes comme du solaire. Je pense qu'on aura de bonnes surprises. Mais avec des difficultés, je fais aussi une petite parenthèse, on vient de s'apercevoir par exemple que pour les éoliennes qu'on va mettre offshore, dans les parcs offshore d'éoliennes, pour éviter la corrosion, on doit utiliser un matériau, dont, pardon j'ai oublié le nom, mais qui fait partie de ce qu'on appelle des terres rares, et dont on vient de découvrir, il en faut pratiquement 1 tonne par éolienne, que ce sont les Chinois qui sont détenteurs exclusifs de ce composant. Bon. Donc, encore une fois, je pense qu'on va pouvoir optimiser tout cela, mais on ne va pas substituer le pétrole, le charbon, comme certains voudraient caricaturer, et le nucléaire simplement par des éoliennes. Mais vous verrez qu'avec la biomasse, vous verrez qu'avec les énergies marines, vous verrez qu'avec... Les Américains sont en train de travailler, par exemple, sur des films qu'on va pouvoir étendre comme ça sur toutes les surfaces verticales et horizontales, qui permettront probablement, dans un avenir assez rapide, de capter avec beaucoup plus d'efficacité l'énergie solaire. Donc on est vraiment, quand je disais qu'on est à la préhistoire, on est à la préhistoire. Pour l'instant, on a bricolé. Mais j'entends bien qu'il va falloir aussi poser une vision de la stratégie énergétique, d'abord à technologie constante. Parce qu'on ne peut pas augurer. Mais pour le coup, les écolos à qui on reproche des obscurantismes, moi je fais confiance au génie humain. À partir du moment où on leur donne quand même des orientations dans la recherche. Il ne va pas échapper quand même, par exemple, qu'à Brest, la DCN, qui n'est pas connue pour ses élans écologiques, maintenant, quand ils investissent 1 euro dans l'industrie navale, investissent 1 euro dans les énergies marines. Bon. Donc je pense que... voilà. Et sur les énergies renouvelables, en Chine encore, pardon de prendre l'exemple comme la Chine, mais parce que ça m'amuse souvent, parce qu'on leur dit vous ne pourrez pas empêcher la Chine de se développer, mais ils ont compris aussi qu'ils avaient intérêt à se développer différemment. Sur les énergies renouvelables, éoliennes et solaires compris, ils ont développé la filière 3 fois plus vite que le nucléaire. Oui. Bon. Alors, si on aborde des questions plus politiques, on voit bien que vous êtes avec cette idée qu'il faut un rassemblement, qu'il faut être capable de dégager du consensus pour justement se projeter dans une ambition commune. Est-ce que de votre expérience, vous pensez que l'écologie peut être un parti politique, et notamment en France, un parti politique à la gauche du Parti socialiste? En tout cas, si elle l'est, la responsabilité incombe aux grandes formations politiques. De mon point de vue, si les grandes formations politiques n'avaient pas déserté ce sujet-là, n'avaient pas abandonné, pire, n'avaient pas ignoré, on pourrait répondre différemment à votre question.
Alors, ça, c'est la première question. Donc, du coup, s'il y a un parti politique qui s'occupe d'écologie avec plus ou moins d'adresse et plus ou moins de bonheur, je ne vais pas faire l'affront de les critiquer devant vous, mais en tout cas, les premiers responsables, c'est que gauche-droite confondus, pour ce qui concerne les formations les plus connues, à part au moment du Grenelle et un peu dans la campagne 2007, parce que j'avais mis un peu la pression, mais enfin, on ne peut pas dire, et notamment dans la campagne, qu'ils aient débordé de créativité, de vision, d'analyse sur tous ces sujets-là. Donc, en l'état actuel, heureusement que les écolos sont là. Après, encore une fois, on peut toujours avoir un avis sur la manière de porter ce sujet-là. Pour autant, alors là, je rejoins ce que vous dites, et c'est probablement d'ailleurs quelque chose que nous avons en commun. Moi, je considère que c'est un enjeu suprapolitique. Et que l'écologie, ça ne doit pas être un catalogue complet. On doit pouvoir se revendre. D'abord, on devrait tous l'être. Parce que c'est la démarche la plus humaniste et la plus profonde qui soit, humaniste avec toutes ses dimensions, puisque c'est un humanisme qui est dans le temps, c'est-à-dire qui comment dire, matérialise, incarne une dimension de solidarité dans le temps et dans l'espace, puisque l'idée c'est d'être solidaire des générations qui nous suivent. Donc pourquoi est-ce que l'écologie serait forcément inféodée ou conditionnée à un positionnement idéologique? De mon point de vue, je ne le comprends pas, je ne le partage pas. Ça ne m'empêche pas de pouvoir respecter certaines valeurs, certaines visions, certaines revendications, par exemple de la gauche, mais je pense que ce conditionnement est contre-productif. Ne serait-ce que pour une bonne chose. C'est que comme je considère qu'on a une obligation de nous retrouver sur ces sujets-là, dans la mesure où vous le positionnez comme ça, par principe, vous vous privez de l'écoute, de l'attention ou de la confiance d'une grande partie de la population. Donc c'est incompatible avec l'exigence écologique qui va nous obliger à nous retrouver. Donc ça ne peut pas être une condition, ça peut être une option d'être écolo et à gauche de la gauche, mais ça ne peut pas être une condition. On va rester toujours dans la politique. En tant que député, auriez-vous voté le traité budgétaire européen? J'aurais hésité beaucoup. Comme j'ai beaucoup hésité à voter le traité constitutionnel, pour deux raisons j'aurais hésité. Parce que j'ai un peu l'impression d'être pris en étau entre deux fléaux. Le pire, c'est pour ça que je l'aurais voté quand même, c'est de compromettre à un moment de fragilité la construction européenne. Je pense qu'on ne peut pas trop se le permettre, il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des tentations sourdes dont il faut se méfier dans des périodes de crise. Bon, et donc il vaut mieux être 27 que chacun dans son camp. Bon. Pour autant, je considère que les mécanismes qui ont été mis en place, que les règles qui sont figées, notamment dans le traité de Maastricht, ne sont pas conformes à l'idée que je me fais de l'Europe. Voilà. Dit autrement, alors je sais que je suis en train de parler à une structure qui porte le mot libéral, mais je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot libéral, mais on sera obligé de revisiter un certain nombre de choses. Premièrement, la crise qu'on traverse, l'ensemble des crises, c'est une crise de l'excès. On est excessif dans tout, excessif dans nos prélèvements de ressources naturelles, excessif dans nos impacts environnementaux, excessif dans notre cupidité, notre avidité, hein, et je crois, je suis désolé, mais enfin les démonstrations ont été faites depuis des années que je n'ai rien contre la finance, mais enfin on a dévoyé cet instrument qui devait, si j'en crois, ce qu'était l'esprit de Philadelphie après-guerre. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui est devenu le monde de la finance aujourd'hui. Donc il faut de la régulation, voilà. Et il faut de la régulation. Voilà. Et en même temps, je pense aussi qu'il serait important qu'on redéfinisse un tout petit peu les responsabilités et les pouvoirs entre les banques centrales et entre les banques privées. Parce que sinon, on va toujours buter sur les moyens. Bon. Donc voilà. Et je ne pense pas que l'austérité dans laquelle nous entrons soit une fatalité. Et je pense simplement que c'est du fatalisme, c'est du renoncement. Bon, enfin, vaste débat, c'est probablement pas l'objet de ça. Donc je l'aurais voté, mais par dépit. Voilà. Alors, vous, président de la République, quelles seraient les premières mesures d'un gouvernement écologique? J'en sais rien, mais il m'en vient une en tête. C'est de donner au Conseil économique, social et environnemental un droit de veto suspensif, de donner un poids politique, de le transformer en assemblée du futur. Que ça soit un lieu où on puisse simplement avoir comme grille de lecture le long terme. Parce que je pense que structurellement dans nos sociétés, et je ne jette pas la pierre aux politiques parce que je n'ai pas exercé
pouvoir politique, mais j'ai quand même suffisamment côtoyé pour voir qu'avec l'accélération du temps, c'est très difficile de faire la synthèse entre les exigences du court terme et les exigences du long terme. Bon, ça va trop vite. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait, ça vaut pour la France, mais ça vaudrait au niveau mondial, un lieu apaisé où la société civile, les scientifiques, même politiques, d'abord élabore des propositions structurantes pour faire face aux enjeux fondamentaux du long terme, et en même temps fasse rentrer le futur dans la démocratie. Je prends un exemple. Si hier j'ai vu que le Sénat avait retardé l'interdiction de l'utilisation d'un certain nombre de produits de certains perturbateurs endocriniens. Bon. Probablement parce qu'ils ont cédé au lobby des industriels. Voilà tout à fait le genre, à mon avis, de décision qui devrait être suspendue par un conseil économique social pour les obliger à revoir leur copie, parce qu'en réalité, le principe de précaution étant ce qu'il est et les connaissances scientifiques étant ce qu'ils sont, je pense qu'on ne prend pas la bonne décision. Ça vaut pour un certain nombre de sujets. Donc, qu'on ait un lieu, d'abord, on élabore des propositions avec une obligation de l'exécutif et du législatif d'auditionner, mais de motiver un refus ou une acceptation d'un certain nombre de propositions, ça me semble important, et qu'ils puissent éventuellement, selon certains critères, utiliser dans le droit de veto suspensif, j'entends bien, avec un conseil économique, social et environnemental, où on fasse rentrer aussi le citoyen. Voilà. Bon. Tout ça mérite, encore une fois. Mais ça me semble très important, parce que je pense que nos institutions, notre démocratie n'est pas adaptée aux enjeux du long terme. Voilà. Les contraintes, les paramètres ont changé, les indicateurs ont changé. Et on fonctionne avec des modalités qui ne sont pas forcément adaptées. Alors il est vrai aussi pour un certain nombre de critères que l'on pourrait changer. Aujourd'hui, on juge la bonne santé d'une société simplement au point du PIB. Je pense que tous les indicateurs mériteraient d'être revisités. Dans les mesures qu'il faudrait prendre, c'est immédiatement le grand chantier sur le basculement des régulations. Ça me semble essentiel. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Vous êtes l'homme des combats successifs. Est-ce que vous avez déjà à l'esprit le prochain? Non, parce que, vous savez, moi, c'est un... Comment dire? Je n'ai pas imaginé, il y a un peu plus de 20 ans, quand je me suis engagé, que ça était un travail au long cours. J'ai surtout pas imaginé un seul instant que je me retrouverais dans un combat aussi humaniste qu'il soit. Je pensais que les choses étaient détachées. Je me préoccuperais probablement de ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire des espèces en voie de disparition, etc., pour finir l'espèce la plus menacée, puisque d'après les géologues, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, ce qui veut dire que l'homme est devenu son propre facteur déterminant pour l'avenir. Bon, compte tenu de la situation qui ne nous a pas échappé, on est quand même dans un carrefour de crise. Le job qui est le mien, je ne suis pas le seul, c'est un job au long cours. Moi, j'ai changé juste ma manière de voir les choses. J'essaie de mobiliser les énergies, de faire partager la prise de conscience que ces sujets-là ne sont pas des sujets optionnels, mais qui conditionnent ce à quoi on est tous attachés, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie, nos acquis démocratiques, etc. Et puis surtout, maintenant mon job, avec notamment la Fondation et le think tank, qui est un collège de compétences et de gens qui ont un petit peu de recul, c'est d'essayer d'aider les acteurs économiques et publics au comment. Comment on fait pour s'en sortir. Voilà. Parce que je crois que le plus important, c'est que chacun dans notre coin, là où on essaie de trouver des solutions. Parce que sinon, on ne sera plus crédible. Et donc, voilà, si on peut participer à construire ce nouvel imaginaire, ça, pour le coup, c'est le côté assez excitant du job. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.